Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que ça va, on se retrouve pour le quiz histoire, je sais que vous l'attendez, on en fait un par mois en ce moment, et c'est l'occasion ce soir de tester vos connaissances en live avec nous autour de l'histoire, et donc ce soir pour jouer avec nous, on retrouve les membres du Falcon Crew, la team Aorus, qui sont avec nous. Salut tout le monde, comment ça va ? Salut. Ça va. Bonjour. Alors ce soir on retrouve avec nous Torque, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh ben ça va très très bien. Moi je suis joueur professionnel de jeux vidéo, donc je joue aux jeux vidéo. Waouh, ça c'était le métier de rêve quand j'étais gamin. Et j'essaie de gagner les tournois, mais ça c'est plus dur ça. Et moi je On souhaite a que aussi- tu gagnes. Bonsoir Davy. Salut, ça va? Bah oui, ouais, moi ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous fais, mon petit David, dans la vie ? Dans la vie. Aujourd'hui, je fais du vomi. Avec Thomas, on a une émission qui s'appelle Bad News sur YouTube. Je fais une émission qui s'appelle Fraggle Spiel sur Twitch. Et je fais de la BD. Et je fais une BD qui s'appelle La Petite Mort. Voilà, pour résumer. Et donc Thomas, tu travailles avec Davy, tu fais d'autres Du choses. coup, je travaille avec Davy, donc Bad News, et puis je suis aussi acteur, réalisateur, scénariste, voilà. Et Kali alors, Kali, que fais-tu ? Mais moi, écoute, j'essaie de monter des Lego avec toi, mais ça, je pense que le chat le sait, hein, voilà. Et puis, je t'accompagne beaucoup sur Nota Bene, sur la production. Donc ce soir, on va faire le quiz histoire, c'est 30 questions. Petit tip, D'accord. on avait joué la dernière fois et répondre au hasard c'est une très mauvaise idée. Oui, quand on sait pas, faut pas répondre. Comme ça, tu ouais. perds pas des points. Ouais, C'est ça. parce qu'après, t'es en négatif après. Il y a une trentaine de questions, à chaque fois vous allez avoir une trentaine de secondes pour répondre à chaque question, c'est un QCM, enfin vous avez quatre propositions pour chaque question, et plus vous répondez vite à une question, plus vous marquez de points. Et bien sûr, ces points sont totalisés, et à la fin, on pourra afficher qui a gagné. Est-ce que vous êtes prêts, vous les camarades ? Oui, J'ouvre Wikipédia. Voilà. Allez, start game, c'est parti. Quel est le nom gallo-romain de Paris ? Est-ce que c'est Paname, Pampluche, Lucia ou Lutèce ? Tic-tac, tic-tac. Astérix. C'est bien parce que en fait, je devrais demander à Florent Garcia de composer une petite musique pour les quiz et tout, parce que là c'est vide, tu sais, il se passe rien. Bah, si tu veux, on fait une musique. Chacun notre tour, on peut faire. Ça va être relou. Ça va être relou. Et tu l'as bien fait, ceci dit, parce qu'elle est un peu stressante, ta musique, la Davy. Bah, je sais faire que ça. Ouais, c'est que des musiques stressantes. Alors, évidemment, la bonne question. Paname, bien sûr. La bonne réponse, pardon, était Lutèce. Et oui, évidemment, vous êtes 182 à avoir trouvé la bonne réponse. je suis Lutetia un peu déçue, francisée. hein, parce que Lutèce. Pampluche, c'était quand même très joli, je trouve. C'est vrai. En plus, c'était très très joli. C'est vrai que c'était très joli. En tout cas, Lutèce a été bâtie par les Romains. Avant ça, ils se sont appliqués à faire place nette en détruisant la ville fortifiée des Gaulois, Parisie, qui n'avait pas pu résister aux armées de la République romaine. L'étymologie de Lutèce fait encore un petit peu débat, mais en gros, ça sera une référence au marécage et à ses boues, parce que la boue en latin, ça se dit lutum, et en gaulois, marais. Voilà, Lutèce. Question numéro 2. À la tête de quel royaume Henri III a-t-il été nommé avant de devenir roi de France ? Le Milanais, l'Autriche, l'Espagne ou la Pologne ? Alors vous voyez, de temps en temps, on a des questions un peu sérieuses, et puis des fois, on a des questions un peu moins sérieuses. C'est vrai qu'on est monté en gamme en termes de niveau là. Là d'un coup. Mais là, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'a attiré, mais je pense que c'est pas ça. Je crois que je vais aller chercher les réponses dans mes dossiers, là. Je dois bien avoir ça, non ? Qu'est-ce qui t'a attiré, Davy ? C'est l'Espagne qui m'a attiré. Ah bah écoute, franchement, c'est pas la bonne réponse. J'ai mis l'Autriche. Ah bah c'est pas non plus la bonne réponse. Ben voilà. Bah, moi, j'ai mis la Pologne. Pologne aussi. Eh bah ouais, c'était la Pologne. J'ai Ah ouais. hésité. Comme Mais- quoi, le hasard, des fois. Pologne. Deuxième question, je suis à moins 500 points. En 1573, environ 40 000 membres de la noblesse polonaise se réunissent pour la première élection royale libre polonaise. Voilà, au sein de la République des deux nations. C'est quoi le Milanais? Ouais, c'est- Ah, Milan, non, c'est- Milan, oui, Milan. c'est Bah au oui, nord- c'est Italie. au nord de Ah oui, l'Italie, ouais. bien sûr, Milan. Au sein de la République des deux nations. Donc ils choisissent parmi les prétendants de la noblesse polonaise et les princes étrangers le jeune Henri de Valois, futur Henri III de France, pour être à la tête du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie. Élu à vie, Henri, renommé pour l'occasion Henryk Walezzi, avec une orthographe très polonaise, il y a plein de grecs partout, quitte discrètement le palais royal du Wawel, je vais le prononcer comme ça, mais c'est avec des W et pas des V, moins d'un an après son arrivée
arriver pour succéder à son frère Charles IX en tant que roi de France. Question numéro 3. Quel personnage historique le groupe de rock Franz Ferdinand a-t-il emprunté le patronyme? Est-ce que c'est Frank Beckenbauer? Est-ce que c'est Franz Kafka, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche ou Ferdinand Cheval? Quoi? Franchement, je sens que je suis déjà abattu par la réponse là. Je crois qu'il faut pas répondre. J'aurais tellement d'avoir cliqué en Il y a un groupe de rock qui s'appelle Franz Ferdinand, vous connaissez? Oui, Tout à fait, oui, tout à fait, merci. tout à fait. Jusque-là, ça va, on peut répondre. mais- Leur chanson la plus connue, c'est... Take Me Out. Ah oui, ok, bon, j'ai rien dit. Moi, je dirais François Ferdinand d'Autriche, mais j'ai pas répondu. Oui, bah c'est ça. Ah, ça va. Effectivement, c'est François Ferdinand qui s'est fait D'abord, il y a un assassiner, suite à quoi il y a eu la Première Guerre mondiale. Les 4 musiciens qui forment Franz Ferdinand ont eu l'idée de ce nom après avoir regardé une course de chevaux dont l'un était nommé comme l'archiduc. Ce nom est aussi synonyme d'un changement brutal, car c'est l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche qui a précipité la Première Guerre mondiale dans un contexte déjà bien tendu. Combien de prix Nobel se partage la famille Joliot-Curie? Mais qu'est-ce que j'en sais, franchement? Moi, j'en ai pas. Ah, On a Pierre et Marie Curie dedans, par exemple. Allez, je tente une réponse. Est-ce que c'est 7, 3, 10, 5? On va pas être passif trop longtemps. j'en connais un, donc pour les autres. Alors moi comme je ne sais pas exactement, j'attends la fin du compteur pour répondre, comme ça je perds pas trop de points. Bon, j'en gagne pas. Ah, c'est pas con. J'en Là, perds c'est pas pas- trop non plus. C'est pas pas con, cher. tu grappes. Ouais, mais. Tu Voilà, grappilles. comme ça là par exemple, je gagnerais 48 points. Bon. Il y en avait 5. Et Ah, merde. J'ai parié sur 3. la famille Joliot-Curie est surnommée la famille aux 5 prix Nobel. En 1903, Pierre et Marie Curie ouvrent la marche avec un prix Nobel de physique. Par la suite, Marie Curie recevra en son nom seul le prix Nobel de chimie. Enfin, sa fille et son gendre obtiendront cette récompense pour leur découverte de la radioactivité artificielle. Quand prennent fin les croisades? Est-ce que c'est... Est-ce que 1291, 1492, 1515, 1803? Ça a commencé en 1092, je crois, un truc comme ça. Alors, pour vous aider, vraiment, allez-y par élimination. C'est-à-dire que s'il y a des dates... que- 415, Ouais, non, mais faut être allé à l'école pour pouvoir éliminer des choses. Ah ouais, je suis d'accord. Moi, je me suis arrêté à la 3ème, les gars. Hein. Moi, je regarde même pas tes vidéos, Ben. Alors, Ah bah, je sais. Torl, que t'aurais répondu quoi à ça? 1291. C'est la bonne réponse et vous êtes nombreux dans le chat à avoir répondu. Vous êtes 138 à avoir eu la bonne réponse. La 7e et dernière croisade a eu lieu à la demande du pape Nicolas IV. Elle avait pour but de récupérer la ville de Saint-Jean d'Acre, l'actuel Israël, après la chute de Tripoli aux mains des musulmans mamelouks. La croisade échoue après un siège. C'est la fin des pèlerinages en armes. Après bien 2 siècles de croisades successives, c'est fini. Il n'y a plus d'État latin en Terre Sainte. Question 6. Qu'est-ce qui n'a pas été inventé par Benjamin Franklin? Est-ce que c'est le paratonnerre, le poêle à bois à combustion contrôlée, le trébuchet ou les lunettes à double foyer? putain, comment je le sais ça? oh là, je vais perdre trop de points là. Pensez à ce qui peut être un peu anachronique par rapport à Benjamin Franklin. Ouais. Si, je l'ai, oui, ça va, c'est facile. Bien. Évidemment, c'était le trébuchet, hein, voilà, 174 à avoir bien répondu. Le trébuchet est un engin de siège du Moyen-Âge utilisé soit pour défoncer les fortifications, soit pour les contourner et lancer des projectiles divers et variés au-dessus des murs. Présent depuis le XIIe siècle, l'engin n'a pas attendu Benjamin Franklin, qui lui est un personnage du XVIIIe siècle, pour faire des ravages sur le champ de bataille. Cela dit, on lui attribue les 3 autres inventions, ce qui est quand même pas mal. Le paratonnerre, le poêle à bois à combustion contrôlée et les lunettes à double foyer. Prochaine question numéro 7. Lequel de ces hommes n'a jamais été représenté sur un billet de banque? Est-ce que c'est Napoléon Bonaparte, François Mitterrand, Henri IV ou Louis Pasteur? Oh là, j'ai gamble là, putain. Oh là là. Eh oui, hein. Eh ouais. Bah, c'est dur. Oh, je regrette tellement d'avoir répondu. T'as répondu quoi? J'ai répondu Mitterrand. Ouais. Disant que, Thomas, t'as répondu quoi? Moi, j'ai répondu Louis Pasteur. Ouais, Kali? Bah, Mitterrand.
Ouais. En fait, le truc, c'est que Mitterrand, il est putain, mort en 96 et qu'on est passé à l'euro en 2000. Donc, je pense pas qu'on ait eu le temps d'émettre des francs à l'effigie de Mitterrand et les euros sont pas à l'effigie de. Mitterrand, de à personnages. part s'il y avait un truc spécial, moi je vois pas pourquoi ça aurait été Mitterrand, quoi. Mais bon, Henri IV aussi, c'est. Ouais, je vois pas comment on a eu le temps d'émettre des francs Mitterrand en fait. Voilà. Effectivement, la plupart des gens ont répondu François Mitterrand et vous aviez raison. La Banque de France créait et émettait régulièrement des billets de banque à l'effigie de personnages historiques français. Et comme nous sommes passés à l'euro peu avant le décès de Mitterrand, ce dernier n'a pas eu l'occasion d'être représenté sur notre argent. Sur les 3 autres exemples, c'est Henri IV qui rafle la mise avec un billet de 5000 francs émis en 1958. Voilà, autant dire Après, que- Mitterrand, il a fait une Voilà, pyramide couleur et une bibliothèque, hein, donc ça va, hein, il est pas non plus en reste. Oui, il a fait plein de trucs. Il a fait des enfants cachés, il a fait plein de trucs. Que fabrique le pâte Nautrier? Est-ce qu'il fabrique des prie-dieu, de la pâte à pain, des chapelets ou du pâté? C'est quoi des prie-dieu? Je sais pas. Quand tu t'assois, c'est une chaise mais à l'envers, tu mets tes genoux dessus et tu. Oui. mets tes- ouais. Effectivement. Pâte Nautrier. Mais enfin, Je vous vais pas répondre, Roberto. n'avez pas fait votre profession de foi. Ah non, désolé. Ouais, je suis même pas baptisé. Ouais. Moi non plus. On est en enfer. T'as mis quoi du coup? J'ai mis des chapelets. Ah ouais, bah écoute, c'était des chapelets. Oh putain, mais c'est pas C'était des vrai. chapelets. T'as tout faux. Bah moi j'ai mis des prix Dieu. Les pâtes-nautriers existaient dès le Moyen-Âge. On a compté une quinzaine exerçant à Paris sous le règne de Philippe le Bel à la fin du XIIIe siècle. Et ils se redivisent en corporations ou confréries selon les matériaux utilisés, de l'ambre, du corail, du nacre, etc. Par qui est battu Vercingétorix à Alésia en 52 avant notre ère? Est-ce que c'est Abraracourcix, Jules César, Xantippe ou Attila? Oh. Je crois que j'ai mis une connerie. J'ai cliqué Non. tout de Je suite. crois que j'ai gagné Mais non. des points. Je- Si t'as mis Abraracourcix, Ah non, non. Mais ce serait vachement bien, ceci dit. Pour le destin, ce serait bien. Ouais. Ah, je crois que je suis con. Qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis Attila. Pas du tout. Ah ouais, c'est pas Attila? non. Enfin, je crois pas. Bah oui, c'est Jules César, non? C'est dans Mulan, Attila. C'était Jules César. C'était Ah Jules oui, César. débile. Putain, en plus j'y suis allé. On a une personne qui a répondu Jules quand même César. Abraracourcix. Hein, voilà. Ah, c'est Non, mignon. non, à Alésia. Alors, on n'est pas sûr que ça soit Ouais, j'ai Alésia, vu qu'il y hein. avait un débat. Il y a débat, hein. Il y a débat sur le lieu. Hein. Le Donc, Fléau de Dieu est une super bande dessinée à lire, scénarisée par Larsenet. Si vous avez jamais lu Le Fléau de Dieu, allez-y. La dernière aventure d'Attila, ça s'appelle. C'est super. Le siège d'Alésia, qui a eu lieu vers juillet-septembre 52 avant notre ère, met fin à la guerre des Gaules par la défaite du peuple gaulois. Vercingétorix, chef et roi des Arvernes, se livre à César. Il reste 5 ans prisonnier à Rome avant d'être exécuté sur ordre de son ennemi. Pour la petite information, sachez que Vercingétorix était compagnon de tante de Jules César. Les jeunes de l'élite gauloise étaient envoyés à Rome pour faire leurs études, leur initiation, tout ça, et donc c'était à la base un collègue de Jules César. Voilà. Question numéro 10. Quel roi de France a choisi le porc épic comme emblème? Est-ce que c'est Louis XIV, Louis XII, Charles IX ou Philippe Auguste? Le porc épic. Je passe, Julien. Ouais, moi je suis en positif, donc je vais Ouais. pas cliquer. Moi je me mouche, je suis en négatif, donc je fonce. Ah, celle-là, elle est tricky, celle-là, franchement. Le porc épic. Alors. C'est pas un animal qu'on avait en France, le porc épic. Donc, on va révéler la réponse et c'était Louis XII. Louis XII choisit le porc épic en référence à son grand-père, Louis Ier d'Orléans, frère du roi Charles VI, dit le fou, qui a inspiré d'ailleurs le Mad King dans Game of Thrones, et qui a fondé l'ordre de la chevalerie du porc épic. Si l'ordre est supprimé par Louis XII, celui-ci récupère l'emblème et la devise Cominus et Eminus, en latin, de près comme de loin. On pense en effet que le porc épic... j'aurais bien voulu te voir lui dire ça en face. Voilà. De près comme de loin. Ah, bravo. Ah, vraiment.
On pense en effet que le porc-épic a la faculté de lancer ses pics à volonté et de viser comme les archers. Quel est le nom du chien à 3 têtes qui garde l'entrée de la chambre Je du sais. secret dans Harry Potter? Est-ce que c'est Touffu, Cerbère, répondu Centaure vite. ou Argos? J'ai répondu vite. Moi aussi. 28 000 points pour moi. Mais alors du coup, on n'est pas tellement sur de l'histoire là. Si, Attends, c'est dans Harry Potter, mais c'est le même que dans la mythologie grecque. On est d'accord, le Ah nom. oui, il a la même tronche, mais Bah, c'est il pas a le la même même nom. tête, mais il a C'est un pas le même prénom, nom. quoi. Non, il a pas le même nom. Il a un petit nom. Il a un petit sobriquet dans Harry Potter. Ah Comment ça merde. C'est le Je chien sais pas. d'Hagrid. Non, me dites pas ça quand même. Bah non, il a un autre nom. Il a... Bah oui. Me dis pas que c'est pas. Oh non. Ah, tu vas perdre sur... Qu'est-ce que... Ah, bah, qu'est-ce- C'est pas Cerbère. C'est pas Cerbère. C'est pas Le gardien de la Cerbère. porte. C'est Pas Cerbère. Mais C'est le nom de, Non, c'est le nom de la c'est pas créature, le Cerbère. Harry Potter, c'est pas de l'histoire. Mais ton chien, La mythologie, c'est de l'histoire. Un chien à 3 Non, têtes, mais- c'est quoi? C'est Écoute, Le Harry Cerbère. Potter, c'est sorti il y a quand même pas mal d'années. Vous David avez- Laurier. Vous avez Non. voulu aller trop vite. non. Exactement. Calmez-vous, David Laurier. désolé, mais... Laissez leur chance aux autres. Non, ton chat, il s'appelle Chat. Cerbère, il s'appelle Cerbère, c'est son nom, Cerbère. Touffu est un Cerbère, tel que celui qui, dans la mythologie grecque, garde l'entrée des enfers, plus régulièrement représenté avec 3 têtes. Il en aurait une 50aine selon l'auteur Hésiode ou 100 chez Horace. Oui, mais ça, Toujours c'est de plus, quoi. l'histoire. C'est pas Harry Potter. Dans Harry toujours Potter, il a pas fait. 3 Oh là têtes. là. Harry Potter, ça Quel va. mauvais joueur. Il avait l'air fatigué au début du quiz, il l'est plus du tout là. hein. Validé. Mais non, mais c'est surtout qu'en Ah, plus- bah, En plus, Davy, il est super fort en histoire, il est plein de culture, alors ça va, laisse les trucs de geek pour ceux qui n'ont pas fait l'histoire. Je suis geek aussi, mais Harry Potter, c'est pour les jeunes. Moi, je suis. Mais moi, c'est Star valide, Wars. Ben. Désolé. C'est Star Désolé. T'as Wars. pas validé la bonne réponse, Ben. Allez, C'est pas grave. c'était Touffu. Et donc il y a C'est pas grave. beaucoup de gens, qui sont tombés dans le panneau et qui ont répondu trop vite Cerbère. Ah là là. Tous ceux qui étaient au taquet, voilà, ils ont d'un seul La coup baissé dans le moitié de classement mes là. points, la moitié de mes points. Question numéro 12, en quelle année est appliqué le plan Marshall? Est-ce que c'est 1939, 1945, 1948, 1950? Parce que c'est... aucun rapport avec Olivier, bien évidemment. Je sais pas. Tu peux Le pas. plan Marshall. C'est la réponse. Le plan Marshall. Annoncé en juin 1947 par George Marshall, secrétaire d'État du président américain Harry Truman, le programme de rétablissement européen, European Recovery Program, accorde ses premières aides en avril 1948 aux 16 pays qui l'ont accepté. Par le biais de l'OCDE, l'Organisation Européenne de Coopération Économique, l'organe supranational ancêtre de l'Union Européenne, plus de 13 milliards de dollars sont redistribués en dons ou prêts de 1948 à 1951. Et donc vous êtes 137 à avoir répondu 1948. Voilà. Quel roi fut la victime d'un accident funeste lors d'une joute? Est-ce que c'est putain, Louis-Philippe Ier, j'hésite. Charles VIII, Louis XVI ou Henri II? J'espère que je me trompe pas. L'hésitation. Il s'est pris un bout de bois dans l'œil. Ok, c'est Et lui. oui, Eh oui. Il est tombé au sol, il est pas mort tout de suite, puis après il a fait quand même je vais mourir. Bah ça, ouais, il a dû bien le sentir. Ah bah quand t'as un gros cure-dent dans l'œil, ouais, c'est chaud. Pourtant, il avait un des meilleurs avec lui pour le soigner, pourtant. Eh oui. Mais bon. Ambroise Paré, c'est ça? Ambroise Exactement. Paré, tout à fait. Alors, Bah, c'est le seul nom qu'on connaît dans la médecine de l'histoire, non? non, Alors- bah non. Meredith Grey. Ah, c'est vrai. Henri II, effectivement, c'était lui qui a été victime d'un accident funeste lors d'une joute. C'est en juillet 1559 que Henri II meurt après une longue agonie. Une dizaine de jours plus tôt, il avait décidé d'organiser un tournoi dans la plus large rue de Paris, la rue Saint-Antoine, à l'occasion des mariages de sa sœur et de sa fille. Il aurait peut-être dû s'abstenir de participer aux animations car la lance de son adversaire, Gabriel de Lorge, ouais Lorge c'est ça, qui était aussi capitaine de sa garde écossaise, se brise sur l'armure du roi et une écharde parvient à traverser son aume et se loge dans son œil. Les soins des différents médecins royaux ne suffiront pas à le sauver. Voilà. Et Et- donc
le gars en face, il a dû mal dormir 2-3 nuits. Hein. Oui, alors C'est clair. d'autant plus que Gabriel, c'est un jeune en plus, c'est-à-dire que quand il a voulu Henri II concourir, il n'y a pas grand monde qui voulait l'affronter en fait, parce que ils avaient tous peur de se dire ouais mais attends au cas où il se passe un truc, qu'est-ce qui voilà, et du coup il lui avait dit non mais vous inquiétez pas, moi il y aura rien s'il m'arrive quelque chose, puis bon voilà quoi, pauvre Gabriel. Mais il s'est passé quoi pour lui, tu sais? Il lui arrivait quoi du coup? Gabriel, je ne sais pas. Il y a Hélène dans le chat qui dit qu'il a dû s'exiler. Il a pris la fuite, en tout cas nous dit Wikipédia, il a pris la fuite le jour même du drame. M'étonnes. Je pense qu'il a eu, il a un peu flippé. Moi j'aurais fait. Il a eu les pétales. Sur quel fait se base la comédie musicale Hamilton, An American Musical? Est-ce que c'est le Tea Party, la carrière du pilote automobile Lewis Hamilton, le naufrage du Titanic ou la vie du père fondateur des États-Unis d'Amérique, Alexander? Je suis allé voir la comédie musicale à Londres. J'ai dormi. Oh non. Tu connais tu sais pas la pas. réponse? Non mais ça, c'est du rap en anglais qui va hyper vite. Ça va trop vite, ouais. Et toi, t'es là au début, tu fais ok. Et au bout d'un moment, t'es tellement concentré, tu comprends rien, et ton cerveau, au bout d'un moment, fait. Ah, j'ai eu bon. Miracle. J'avais, oui, on a 137 personnes qui, vous êtes des cracks parce que franchement, moi je ne savais pas. Alexander Hamilton. Bon, en tout cas, la comédie musicale est inspirée de la biographie d'Alexander Hamilton de l'historien Ron Chernow, paru en 2004. Alexander Hamilton a fondé le parti fédéraliste, qui est considéré comme un des pères fondateurs des États-Unis, aux côtés de Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, John Jay ou encore James Madison. Il est mort au même endroit et pour les mêmes raisons que son fils 3 ans avant lui, à savoir un duel. Depuis ses premières représentations off à Broadway en 2015, la comédie musicale a établi le record de 16 nominations aux Tony Awards, dont 11 prix remportés. Next question, on arrive à la moitié du quiz. Question numéro 15, de quand date la charpente originelle de Notre-Dame de Paris? Est-ce que c'est le XIIIe siècle, le XVIe siècle, le XVIIe siècle ou 1878? Parce qu'il faut aller à une date un peu précise. Ah non. En attendant, elle fait la gueule, hein. Torl, tu sais ça, toi? Bah, par déduction, mais je pense que par déduction, je sais. Ouais, La charpente originelle. ouais voilà. Moi, j'aime bien ce truc de par déduction. Ça marche pas du tout avec moi, quoi. Non, moi, ce que j'aime surtout, c'est quand t'as Nota qui fait originel. C'est genre pour t'aider, et toi, tu fais. Je crois qu'ils ont commencé à... Non. Ils ont commencé à construire au XIIIe siècle, donc je me dis que la charpente originelle, ça doit être le XIIIe siècle aussi. Même si je crois que ça a pris sur 50 ans, même comme il y avait le XIVe siècle, de toute façon. Effectivement, c'était le XIIIe siècle. La charpente de Notre-Dame de Paris était surnommée avant son effondrement lors de l'incendie de 2019, la forêt. Il faut dire que chaque poutre provenait d'un chêne différent et elle pouvait aller jusqu'à 100 mètres de longueur pour 13 mètres de largeur. Elle sera bien reconstruite dans le même bois et en respectant au maximum les tracés originaux avec les techniques actuelles par décision de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, CNPA, qui a pris sa décision en mars dernier. Voilà. Qu'est-ce qui passionnait Louis XVI? C'était quoi sa passion dans la vie? Est-ce que c'était la poterie, la chasse, l'équitation ou la serrurerie? C'est facile. Je sais. C'est facile. Tu sais? Bah, on en a... Putain, j'ai un doute. On en a parlé dans l'épisode des passions... Non? Oui, c'était en 2014, oui, c'est ça, il y a 7 ans. Mais oui, mais c'est moi qui l'ai écrit et c'était On a parlé il y a de 7 ans. longtemps. Punaise. Allez, j'essaye ça. Qu'est-ce que t'as répondu? Bah, attends, j'attends la fin du truc, mais Ah, c'est j'ai mis la serrurerie parce que c'est le Mais seul. oui, Le truc, mais oui. il est. Enfin, Ça. en fait, sinon, il serait pas rentré dans le top. Tu vois? C'est ça. Ouais. Il l'aimait. La poterie, on le voit difficilement dans Ghost avec Marie-Antoinette, clairement. L'équitation, bon, les chevaux, ils maîtrisent pas trop, hein, sinon il aurait réussi à fuir. Voilà. La chasse,
Bon, a priori, il a pas pris grand-chose non plus, donc il reste la serrurerie, effectivement, c'était bien la bonne réponse. Autant il passait pas beaucoup de temps avec Marie-Antoinette non plus. Hein. Même s'il était moqué par la cour et gardait donc sa passion la plus secrète possible, Louis XVI se retirait régulièrement dans son atelier pour confectionner des serrures, cadenas et clés. Il était accompagné par François Gamin, ancien soldat reconverti en maître serrurier, qui l'a trahi en ouvrant aux révolutionnaires l'armoire qui abritait les documents confidentiels du roi. Ces documents auraient pas mal pesé lors du procès de Louis XVI et de sa condamnation à mort. Question numéro 17. Quel est le premier nom des cuisiniers? Est-ce que c'est les commis, les queues, les coqs ou les Alfredo Linguini? Moi j'ai tenté Ah, mais attends, le premier nom dans l'histoire ou le premier nom dans la carrière? Le plus bas, je pense, c'est ça la question. C'est le plus bas. Ah mince, tu crois? Ah Je non, on pense. dit pas ça. Bah, c'est soit dans la carrière, soit dans l'histoire. Alors si c'est dans la carrière, je suis abattu. Ah, C'est vrai qu'il y en a moi qui sont aussi. logiques, quoi. alors la question est mal dite alors, parce que. Je crois que dans tous les cas, j'ai fait n'importe quoi, je crois. J'ai paniqué. Bah, c'est dans l'histoire, on est sur un quiz histoire, même si. Ouais, j'espère. Ah merde, j'ai mis les. Ouais, mais avec Harry Potter, tout est possible du coup. J'ai répondu les non, queues c'est et je ça. pense que c'est pas ça, quoi. Si, c'était les queues. Les queues, oh, C'était les queues. Mais il y a beaucoup de gens... quoi. Il y avait ex aequo avec les coqs et pas loin les comiques. Moi, j'ai Et pas on a- répondu, j'ai eu trop peur. Et on a strictement zéro personne qui ont de l'humour dans ce chat aussi, puisque personne n'a répondu Linguini. Que qui vient du verbe latin coquere, qui signifie cuire. C'est durant l'Empire romain, le terme désigne les cuisiniers sans faire état de leur spécialité et qualification. À partir du XIIe siècle, il désigne seulement le chef de cuisine. Il s'agit du maître-queux. Au Moyen-Âge et jusqu'en 1490, le roi nomme même le grand queux de France qui était chargé du fonctionnement de sa cuisine. Je rêverais tellement qu'on me nomme Grand Queue de France. En vrai, j'ai trouvé parce que je connaissais la blague sur le grand queue de France. C'est pour ça que je m'en suis rappelé, j'étais pas sûr, mais. Hop. Allez, J'ai perdu qu'est-ce des que points. la polio-hersétique? Est-ce que c'est une maladie, un porc grec, l'art et la technique du siège ou le nom savant du porc épic? On en revient Mais encore. arrêtez avec le porc épic, ça va. C'est quoi la polio-hersétique? Mais qu'est-ce que j'en sais, Ah, la franchement? polio tout court, c'est une maladie. Ouais, mais est-ce que c'est la même chose, c'est ça, quoi? Est-ce que c'est Maladie, non, un porc, des techniques de siège ou le nom savant du porc épic? Beaucoup de choses quand même qui sont très différentes, mine de rien. Non, moi, je réponds pas, je veux pas perdre mes points. Ouais, Bon, j'ai répondu à la fin, j'ai fait la technique Ouais. de Kelly. Moi, j'y vais à fond, hein, quitte à perdre des points. T'as été à fond dans quoi alors? Je suis à fond dans une sombre maladie. Ah bah t'as perdu tous tes points du coup. Allez, c'est bien. Nickel, hein, j'arrive au moins 100 là bientôt. Là. Allez, donc c'était l'art et la technique Eh oui. siège. c'est ce que j'aurais mis, putain. Polio-hersétique Faut se faire vient du confiance des grec. fois. Ça vient du grec poliorkétikos et traduit tout ce qui concerne la technique du siège des villes et des places fortes. La Joconde a-t-elle des sourcils? Alors, oui, non, oui et non, Mais c'est quoi cette question? ne sais pas. Alors, grâce à Non, mais Animal c'est- Crossing, j'ai la réponse à cette question. Et ça me ferait chier que d'avoir faux. Voilà, c'est dur. Je teste, mais Je teste aussi. Mais le C'est problème, pour me que refaire si de la les gens- question d'avant. Si les gens cliquent ne sait pas, c'est vrai, ils ne savent pas. Du coup, c'est vrai, c'est une bonne réponse. bah en fait le oui et non il me trigger. Donc t'as répondu oui et non, c'est ça? Bah oui, parce qu'en fait elle en a mais en même temps elle en a pas. En fait, ça peut être une D'accord. question de point de vue, quoi. C'est les sourcils de Schrödinger, d'accord. Et, Non mais en fait je sais pas pourquoi il est là le oui et non, tu vois. et toi Thomas? Moi, j'ai mis non. Ah, eh ben écoutez, c'est Kali qui a raison. Comment ça? Oui, non, je l'ai entendu hurler de là, elle est dans l'autre bureau, je l'ai entendu hurler de là, quoi. Et donc là, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont plantés en disant non, voilà. Alors, je vous explique un petit peu parce que c'est technique. Si le regard de la Joconde nous captive depuis le XVIe siècle, le fait que la dame n'ait pas de sourcils n'y est peut-être pas étranger. On pourrait croire que le modèle est victime de la mode de son époque, qui veut que le front soit haut et pousse nombre de femmes de la Renaissance à s'épiler les sourcils, les cils ou encore les cheveux. Finalement, une numérisation de l'œuvre en 2007 a démontré que la Joconde avait bien des cils et des sourcils, mais que leur teinte avait terni avec le temps.
Une copie peinte par un contemporain de Léonard de Vinci est mieux conservée à elle, encore ses sourcils, au musée du Prado à Madrid. Quel musée visite Martine avec sa classe? Est-ce que c'est le Mucem, le Centre Pompidou, ça doit le être Louvre ou le musée de Cluny? Allez. Ah, je suis tenté. Hein. Mais là, si je trompe, je pense que c'est Mental Boom. Quel musée visite Martine avec sa classe? Les questions histoire sont magnifiques, effectivement. Elle doit visiter le musée Cerbère avec Harry Potter. Ah oui. Quelle honte, quoi. Le Louvre, c'est Le Louvre, traductible pareil, en 1000 langues. C'était le musée du Louvre, effectivement. C'était le musée du Louvre. Dans le tome 61 des aventures de Martine, sorti en juin 2021, Martine se perd au musée du Louvre avec Patapouf et son petit ami Léo. Est-ce que je peux faire de l'auto-congratulation quand même parce que J'ai lancé la prochaine, je suis désolé, mais vas-y. non, vas-y, pose la question. Quel est le nom actuel de Constantinople, pardon? Merci Byzance, beaucoup, on n'a plus le droit de parler, c'est très bien, Istanbul, voilà. Brocéliande ou Naples? Censure. La censure, totale. Le nom actuel de Constantinople. Byzance, Istanbul, Brocéliande ou Naples. Excuse-nous, tu voulais nous dire quoi, Kelly? Brocéliande. Je voulais vous dire que j'étais rentrée dans le top 100, voilà, puisque je suis 99e et que je trouve que c'est bien joué. incroyable. Voilà. Moi, je suis dans le top 400. Pas mal. Bientôt Pas mal. top 500. C'est la guerre, hein, pour avancer dans le top, hein, franchement. Je suis à une quinzaine de places du dernier. Naples sans S, oui, ça existe. Bah, c'est pour vous dire que c'est pas la bonne réponse, quoi. C'est un patelin en Aveyron, voilà. Voilà, exactement. Naples sans S. Et c'est Istanbul et vous êtes très nombreux à avoir la bonne réponse. D'abord, colonie grecque du nom de Byzance, Constantinople est baptisée ainsi en l'honneur de l'empereur romain Constantin Ier en 330. C'est en 1930 que les autorités turques demandent à l'international d'utiliser le terme déjà fréquent d'Istanbul pour désigner la ville. Pour motiver cette décision, les services postaux refusent de délivrer toute lettre et tout colis qui font mention des anciens noms. Ça rigole pas. Dans quelle ville évolue Arnaud, le héros de Assassin's Creed Unity? Est-ce que c'est Brest, Barcelone, Jérusalem ou Paris? Unity. Je l'ai shooté en 2 secondes. Il est apparu, bam, j'ai cliqué. Assassin's Creed Brest, ça sonne bien. Bon, attends, tu peux m'aider Ce serait génial. Unity, tu y as joué avec moi? Oui. Ah non, mais je crois que j'ai fait la boulette, je crois. Non, j'ai pas cliqué. Ouais. T'as fait la boulette, qu'est-ce que t'as mis, Torque? Me dis pas que celui-là, c'est sur la Révolution française, quand même. Si. Ah, Je suis abattu. Je suis abattu. Oh, j'abandonne. T'as répondu sûr que c'est Jérusalem, c'est ça? T'es sûr que c'est pas celui sur le mur de lamentation, celui-là? Ah non, malheureusement c'était Paris. C'était Paris. Sorti en 2014, Assassin's Creed Unity se déroule dans un Paris secoué par la Révolution française. Ubisoft fait superviser le travail de création et de modélisation des jeux de la franchise par des historiens. La simple modélisation de la cathédrale de Notre-Dame a demandé 2 ans de travail, mais trop de libertés ont été prises pour en faire une source fiable dans le cadre de la reconstitution-restauration suite à l'incendie d'avril 2019. Voilà. Et du coup, je salue le camarade Laurent Turcot de la chaîne L'Histoire nous le dira, qui a été notamment conseiller sur Assassin's Creed. On salue aussi Jean-Clément Martin, le célèbre historien de la Révolution qu'on a reçu ici même sur Twitch, et vous retrouvez l'interview rediffusée de cet entretien avec lui sur ma chaîne Bonus, Nota Bonus, ou en podcast sur toutes les plateformes, qui lui aussi a été conseillé sur cet opus d'Assassin's Creed Unity. Voilà, quels monuments égyptiens ont été déplacés en 1968? Est-ce que c'est le tombeau de Ramsès II, les temples d'Abou Simbel, la maison de Numérobis ou le sphinx de Gizeh? Alors là, je veux pas dire, j'avais pas lu la question avant, mais la formulation de la question vous donne la réponse. Oh non, mais dis pas ça. Je peux pas se déplacer. L'encéphalogramme plat, genre, attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Merde. Mais ça peut pas se déplacer. Là dans ce quiz. Quels monuments égyptiens ont été déplacés en 1968? J'aurais pas cliqué. On a T'as dit le- monument et je me suis dit un temple c'est pas un monument. Et du coup j'ai cliqué sur l'autre. Et du coup j'ai perdu. Et bah super.
Mais ils ont pas des. Non, Mais on peut pas déplacer des temples. Ah si. C'est gros pourtant, non? Ah, c'est gros, mais c'était suite à la montée des eaux notamment. En 1960, le président égyptien décide de la construction d'un haut barrage sur le Nil et de la création d'un lac artificiel. C'est chouette pour la production électrique et la culture, mais il y a quand même un petit souci. Sur le chemin des eaux se trouvent 2 temples construits par Ramsès II. L'UNESCO s'en mêle et les monuments sont déménagés une centaine de mètres plus loin et plus haut pour être sauvés. Un gros boulot qui a nécessité près de 4 ans et les talents en puzzle d'archéologues, d'ingénieurs, d'ouvriers ou encore d'administrateurs de toutes les nationalités. Voilà, donc c'était 1260 avant notre ère. Quel est le nom de naissance de François Ier? Est-ce que c'est Francesco Médicis? Est-ce que c'est François d'Angoulême? Est-ce que c'est François de France? Ou French? Bah. On va attendre de perdre pas trop de points. Moi, je vote pas. Je vais perdre. Moi, j'ai un truc quand même qui m'a... Ouais, c'était un fan de BD un peu quand même. Hein. Je crois. Oh, il est allé au festival. Ah, bon, vas-y. Je crois que c'est ça. Allez, je vous aide hein, quand même. C'est la dernière question. Bah, merci. Hein. Ah. Et donc, il s'agissait de François d'Angoulême. Vous êtes très nombreux, la large majorité, à avoir trouvé la bonne réponse. François d'Angoulême. François Ier devient comte d'Angoulême à 2 ans après la mort de son père, Charles d'Orléans, en 1496. Il devient roi de France en 1515 par son mariage avec l'hôte de France. Les 3 mariages de Louis XII, père de Claude, ne lui avaient pas donné de fils. Pour qui Beethoven aurait-il composé Lettre à Élise? Est-ce que c'est une Élise? Est-ce moi, que c'est que je vais voter. Cali? Est-ce que c'est une Thérèse ou une Elisa? Moi, je l'aurais composé pour Cali, hein, mais je sais pas composer. J'ai trop envie de voter pour moi. J'ai trop envie, mais du coup, je peux pas. Je vais perdre des points. Mais j'ai trop envie. Si vous savez pas, votez pour moi. C'était Thérèse. C'était Thérèse, voilà. Merci Thérèse. aux 13 personnes qui ont voté pour moi. Mais quoi? Le Père Noël est une ordure. Bah oui, mais Thérèse, La partition de Für Elise, signée par Beethoven, a été retrouvée presque 30 ans après la mort du compositeur. Comme seules les 2 dernières lettres du titre, SE, étaient encore visibles, le morceau a été renommé Für Elise. Cependant, selon les musicologues, la pièce musicale serait destinée à une Thérèse qui aurait bien plu à Beethoven. Le souci, c'est qu'il y a au moins 2 Thérèses dans son entourage, avec qui il a vécu des histoires plus ou moins compliquées à base de séparation dans l'écrit pour la première ou d'un refus à une demande en mariage pour l'autre. Voilà, donc c'était pour Thérèse. Quel impôt devait être versé au clergé? Est-ce que c'est la gabelle, la quête, l'IFI ou la dîme? Programme de collège. Programme de collège. Bah, j'hésite, moi. Ah ouais. Bah, allez, remonte ton slip et vas-y. Bon, j'ai voté. T'as voté quoi? En fait, j'hésitais entre la dîme et la gabelle. Et j'ai voté la dîme parce qu'il y a un D majuscule. Et que je me suis dit que du coup, voilà, c'était celui-là. Je t'ai aidé avec le slip, les slip dim. Ah, c'était ça! Oh la vache! Vos kékettes! Je l'avais pas du tout, moi, tu vois. Ah ouais, non, mais je savais pas du tout non plus. Hein. Je me disais, mais pourquoi il dit ça? Je vois pas du tout. Parce que je suis fatigué. La dîme. Voilà. Sous l'Ancien Régime, les principaux bénéficiaires des impôts sont la couronne, l'Église et les villes. L'Église généralise vers 779 la dîme pour entretenir leurs paroisses et membres du clergé. Il en existait plusieurs types concernant principalement les produits d'alimentation. Voilà. Sachant que la gabelle, d'ailleurs, hein, c'est une taxe sur le sel. Voilà. Et alors l'IFI... C'est pour ça que faire tomber du sel, ça apporte malheur. C'est parce que ça coûtait tellement cher que... En fait, ils ont dit que ça faisait tomber... ouais, allez, c'est bon. D'accord. Et donc, bon, la quête, tout le monde sait ce que c'est, hein, voilà, à l'église. Et l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, c'est ce qui remplace en gros l'ISF aujourd'hui.
Prochaine question numéro 27. Dans quelle ville a été assassiné John Fitzgerald Kennedy? Est-ce que c'est à Chicago, à San Francisco, Bam à New York ou à 29 000 points. Dallas? 29 000 points. Bim. 29 560. J'en ai tellement aucune 29 idée. 687. Je me suis jamais posé Je suis cette avec toi, question. Thomas. Battu. Bah ouais. La balle magique. The Magic Bullet. Pourquoi le chat il est en emote là? Il pourrait nous aider, tu vois? Ouais, j'avoue. Une très belle équipe de basket, mais Ton univers impitoyable. Ils aiment le pétrole. C'était Dallas. C'était Dallas, Ah, purée. effectivement. Le 35e président des États-Unis meurt en 1963 d'un coup de feu fatal lors d'un cortège présidentiel en décapotable dans le centre-ville de Dallas, au Texas. Bien qu'un coupable ait été désigné, cet événement est encore sujet à controverses et théories de conspiration. Voilà, théorie du complot. Quel est le prénom de Rembrandt? Marjan, Joris, Willem ou Rembrandt? Merci, j'attends, mes t'aurais plus études rien à en perdre. histoire de l'art. Putain, en plus j'ai été au Reich Museum quoi. J'ai pas regardé les trucs en dessous des tableaux. Quoi. Là, j'ai vu le regard de Thomas qui disait il s'appellerait pas Rembrandt quand même. Je vais être honnête, j'ai choisi ça parce que ça me fait rire. Quitte à perdre des points, bon. J'ai fait histoire de l'art, donc si je me suis planté, je me rappelle de rien. Willem. Eh bah écoute, non, écoute, ça se voit que tu t'es planté quoi. Ok. Oh non Ouais, Bah, c'est son prénom en fait, Rembrandt. ouais, c'est son prénom Ah, effectivement. donc c'était la bonne réponse, Rembrandt. Tout le monde a dit Willem, pratiquement, mais non, c'était Rembrandt. Par Alors, contre, je sais pas comment il s'appelle Tellement heureux. en entier. Monsieur Armenzon van Vrijsen, Rembrandt de son petit nom, est considéré comme un des plus grands peintres de l'histoire de l'art. Il préfère rapidement signer ses toiles de son seul prénom, parce que ça doit prendre moins de place, hein, sans doute, et surtout parce que c'est l'usage à l'époque, au XVIIe siècle en Hollande, de se désigner par son prénom seulement. Voilà. Ah mais Willem, Ah, c'est un tu- auteur de BD, putain. C'est pour ça. En quelle année légalise-t-on les lycées mixtes en France? Est-ce que c'est 1901, 1959, je fais un retour en arrière, 1881 ou 1965? Ah, j'hésite entre deux. Il y a une série sur Amazon en plus française qui a été arrêtée il y a pas longtemps, qui est vachement bien et qui parle de ça. Ça s'appelle Non. Mixte. D'accord. Et du coup, ils sont habillés comment dedans? Années 60. Ouais. Et, mais du coup, je sais pas, 59 ou 65. C'était 1965. Ah. Yes. Nombreux à avoir bien répondu. Ouais, Putain. Bah, tu m'as un peu rassuré des vies. Je sais pas, j'ai Avec entendu la série mixte, 60 ouais, et du coup, ouais. je me suis dit, ouais, c'est ça. Ouais, Je suis Très toujours bonne étonnée série. en fait de voir que c'est toujours des dates qui me paraissent tellement proches en fait, ce genre de truc. Enfin, C'est le général qui m'a soufflé la réponse d'ailleurs. La mise en place progressive de la mixité dans l'enseignement a démarré en 1959 avec la réforme Berthoin qui allonge l'obligation d'enseignement à 16 ans et autorise les classes mixtes. Avant cette réforme, seules les classes géminées, c'est-à-dire une de garçons et une de filles, existaient pour l'enseignement primaire et secondaire dans les communes rurales. Voilà. Je crois que c'est des écoles qu'avec des jumeaux. C'était compliqué quoi. Non, ouais, ça va Non. être compliqué, ouais. Et effectivement, il y a une série Amazon qui s'appelle Mixte, effectivement. Qui est vachement bien. Bah écoutez les amis, je pense que voilà, on arrive à la 30e question. Question numéro 30. Combien d'années a duré le règne de Édouard VIII d'Angleterre? Est-ce que c'est 0, 4, 15 ou 56 années? mais tu pouvais pas faire une question Harry Potter pour la fin? C'est vrai ça. Je comprends les pas gens- là. Les gens ont raison, la bonne date c'est 59 puisque la question c'est sur les lycées et les lycées c'est en 59. Il y a une erreur. Oui, Je oui, mais pense. là on parle d'Édouard VIII du coup. des Pardon, vies. pardon. Mais oui, il y a eu une erreur. Je pense qu'il y a une erreur, effectivement. En tout cas, cette question est assez vicieuse hein, quand même, mon cher. Ouais, moi T'aurais j'ai tout pas changé répondu. à mon J'ai score. cliqué au dernier moment. pour Moi j'ai pas avoir, répondu. J'ai trop de points pour. Et Thomas? Moi 0. Bah écoute, c'est bien, c'était 0.
Allez, C'était super. 0. Vous êtes très nombreux à avoir répondu 0. Édouard VIII d'Angleterre abdique la même année que son accession au trône, en 1936, après 10 mois et 21 jours de règne. Il a souhaité vivre librement sa relation amoureuse avec Wallis Simpson, une femme américaine, roturière et divorcée, qui ne pouvait devenir la reine. Il n'aura pas eu de couronnement et est succédé par son petit frère, George VI, puis sa nièce, Elisabeth II. Bon, en tout cas, Davy, Thomas, Torlk, merci beaucoup à vous d'être venus, hein, les camarades de la Falcon Crew, Timaurus, voilà. Avec plaisir. Timaurus. On se fait ça. On se refera ça. De toute façon, moi tous les mois, j'ai des quiz. Donc, il y a sûrement moyen que vous retentiez votre chance. Moi, je suis sûr que Thomas, il veut aller de l'avant. Moi, je veux me refaire, je veux aller de l'avant. Je veux rattraper toutes ces années de non-études. Le problème, c'est qu'il faut se rappeler de toutes les réponses que t'as mal dit, mais les bonnes. Ouais. Quoi, c'est ça, quoi. Normalement, j'ai de la mémoire, mais bon. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Je vous libère. Passez une très bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Ciao, salut, bonne soirée. Ciao. Et puis, j'espère qu'encore une fois que ça vous a plu ce petit quiz. Merci Kaline de nous avoir accompagnés aussi tout au long de cette soirée. Mais de rien, c'est avec plaisir. Salut. Salut. Ciao.